Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV, au sommaire ce soir. L'heure est au témoignage au deuxième jour du procès dans l'affaire des destructions de statues, devoir de mémoire, importance du contexte, la place dans l'histoire martiniquaise des personnalités représentées par ces statues a été largement abordée et surtout remise en cause. Dans ce journal aussi, mettre des mots sur les mots, c'est l'objectif de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Les collégiens de Périnon ont pu échanger ce matin autour de ce sujet si sensible, l'occasion aussi de libérer la parole. Comme la Perche et Franck Camas s'offrent la 17e édition de la Transat Café l'Or. Le duo remporte la catégorie reine après 10 jours de course. On en parle dans quelques minutes. Et puis, après une première journée tendue, le procès des 11 militants accusés d'avoir déboulonné des statues à l'effigie d'acteurs du colonialisme s'est poursuivi aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Plusieurs témoignages ont été entendus à la barre, souvent empreints d'histoire. Le compte-rendu d'audience de Ryan Agnès. Ce deuxième jour d'audience s'ouvre dans une atmosphère toujours aussi tendue. À la barre, les témoins se succèdent, certains en visioconférence et provenant de partout dans le monde, afin de revenir sur les faits de 2020. Pour rappel, ils sont 11 ce matin à comparaître dans l'affaire du déboulonnage des statues. Les débats s'étendent souvent au-delà du cadre judiciaire, évoquant l'histoire coloniale et la place des symboles dans l'espace public. À l'extérieur, un petit groupe de soutien manifeste son appui aux prévenus dans le calme. Un procès qui est au final plus qu'une simple affaire de dégradation et qui interroge sur la mémoire et la justice en Martinique. Après une première journée sans réelle avancée, le procès des 11 accusés du déboulonnage de plusieurs statues en 2020 commence vraiment. Certains d'entre eux sont entendus ce matin, mais plus de la moitié doivent encore prendre la parole. Aujourd'hui, ce sont les témoins qui sont entendus à la barre, parmi eux des journalistes, mais également des conférenciers en université. Pour ces derniers, ce procès doit clairement prendre en compte l'histoire. C'est un procès historique. Si nous sommes dans un espace et que nous sommes en train de vénérer nos bourreaux en marchant dans les rues et que ça ne nous dérange pas, ça veut dire qu'on n'a pas les éléments peut-être, la connaissance suffisante. Il faut que nous reprenions la main sur notre savoir qui nous sommes et c'est ce que j'ai expliqué. Et ici, nous sommes des victimes de ces gens que nous adorons. Des témoignages poignants qui rappellent toujours une partie de l'histoire martiniquaise. Vient ensuite le tour du maire du Lamentin, David Zobda, d'être entendu par les juges. Pour rappel, le premier magistrat de la commune du centre avait décidé avec son conseil municipal de retirer le buste de Victor Schellcher en 2021. Ce matin, il n'hésite pas à prononcer ces mots. C'est une période de l'histoire française. La France a eu un passé esclavagiste. Je ne dis pas qu'elle l'est aujourd'hui, mais il faut regarder le passé avec courage et détermination. Ce procès reste en tout cas tendu. Certains avocats de la défense dénoncent notamment des interventions de la procureure jugées inappropriées. C'est un dossier qui est important, qui est considéré comme un dossier politique, qui est un dossier qui va avoir des conséquences sur des vies de 11 personnes, qui va avoir une portée sur les suites, en tous les cas sur le comportement qui sera adopté par la suite par les Martiniquais. Donc il est normal qu'il y ait quelques tensions dans cette type d'affaires. Il est dommage quand même que ces témoignages, en tout cas que cette matinée, a été à mon sens très perturbée par les interruptions intempestives de Madame le procureur. Demain sera la dernière journée de ce procès et le sort des 11 prévenus sera enfin connu. Un ouf de soulagement pour les usagers du TCSP. Après plus d'un mois d'arrêt, la circulation des BHNS reprend sur 2 lignes entre Carrère, Mahot et Fort-de-France. Une reprise progressive et sous surveillance alors que plusieurs incidents techniques et des accidents ont compromis le bon fonctionnement du service ces dernières semaines. Les détails face à la caméra de Jean-Marc Carteron. À la une aussi, pas d'intervention pour ce sujet sur la reprise des BHNS entre Carrère, Mahot et Fort-de-France. On poursuit donc à la une aussi de l'actualité. Ce jeudi 6 novembre marque la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Un fléau que l'on retrouve dans toutes les sphères de la société et notamment à l'école. L'an dernier, 150 cas ont été remontés à l'académie. Ce matin, les collégiens de Périnon étaient invités à échanger autour de la thématique à travers un atelier de slam ou encore lors d'un débat. Sandrine Claudy était.
Une journée pour dire non à la violence ordinaire, à la moquerie qui blesse, aux mots qui isolent. Au collège Périnon ce matin, les élèves sont invités à mettre des mots sur ce fléau, qu'ils aient été témoins ou victimes, à l'image de la jeune Madeleine. L'année dernière, j'ai été harcelée par une fille. À l'école, elle me disait que j'étais une bonne à rien, que j'étais nulle. Elle inventait des histoires pour que je me fasse gronder. Et à la maison, elle m'envoyait des messages comme quoi j'étais qu'une bonne à rien, je servais à rien, que je ne méritais pas de vivre, je devais me suicider, tout ça. J'avais peur d'en parler à mes parents, donc j'en ai parlé à mes copines, ensuite à mon maître et après à mes parents. Et cette fille-là, elle a été sanctionnée. Autrefois victime, elle a choisi, comme plusieurs de ses camarades, de devenir actrice de la sensibilisation en tant qu'ambassadrice. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. C'est compliqué, mais on ne sait pas pourquoi ils harcèlent, on ne peut pas savoir s'ils vont vraiment bien ou s'ils font ça pour aller mieux. Je me suis fait harceler par une fille, elle me frappait et j'ai même pris un coup de tournevis. Mais mes parents, ils ont réagi tout de suite parce qu'en fait, moi, j'ai une difficulté à ne pas dire à mes parents quand il y a quelque chose qui se passe au collège. Aborder les conséquences du harcèlement, mais aussi envisager les moyens de s'en sortir. Pour cela, les collégiens pourront compter sur le soutien des tout nouveaux ambassadeurs. Mon rôle, ce serait de sensibiliser les élèves, aller vers les élèves tout seuls, leur demander s'ils vont bien. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes passés dans les classes pour présenter le sujet aux élèves. Pour l'équipe éducative, l'un des enjeux phares est la prise en charge des élèves victimes de harcèlement au sein du collège. Nous avons ce qu'on appelle une équipe ressources, donc, qui est composée des 2 CPE d'établissement, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale, la psychologue de l'éducation nationale et une enseignante. Donc, nous recevons donc, de manière séparée les élèves victimes et les élèves auteurs. Donc, chaque personne prend en charge un élève et nous faisons en sorte, en tout cas au niveau de l'élève victime, on le prend en charge, on fait en sorte que l'élève puisse libérer la parole. On prévient aussi la famille quand même pour que la famille soit au courant que l'élève est en difficulté. Et puis au niveau des élèves présumés auteurs, au début nous faisons appel à l'empathie surtout. Nous n'accusons pas dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, donc, nous prenons en fait des nouvelles régulièrement de la victime. Et si nous constatons que la situation n'évolue pas, nous sommes obligés de finir par sanctionner l'élève auteur, l'élève ou les élèves auteurs. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler que la vigilance doit être quotidienne. Selon les chiffres de l'Académie, sur la période scolaire de 2024 à 2025, ce sont 189 cas de harcèlement qui ont été enregistrés dans les établissements de Martinique. Un chiffre qui ne traduirait pas forcément une augmentation, mais plutôt une meilleure détection des cas, au même titre qu'une libération de la parole. Et pour aller plus loin, nous recevons ce soir la référente académique Bien Vivre Ensemble. Stéphanie Edragas Gros-Desormeaux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, référente académique Bien Vivre Ensemble, mais aussi responsable académique du harcèlement scolaire. On vient de voir dans ce sujet les jeunes collégiens de Périnon qui se mobilisent contre le harcèlement. C'est, j'imagine, l'objectif que tous ces jeunes collégiens, lycéens, etc. soient bien conscients de ce qu'est le harcèlement pour pouvoir, dans un monde idéal, l'arrêter. Tout à fait. Alors oui, aujourd'hui, étant la journée nationale de lutte contre le harcèlement, constitue l'un des points culminants du programme phare qui est déployé depuis septembre 2023 au sein de l'ensemble des académies, donc notamment de notre académie de Martinique. Les écoliers, donc premier degré, les collégiens et lycéens sont mobilisés cette année sur cette journée. Donc nous avons eu la chance de pouvoir mettre en lumière le travail effectué au sein du collège François-Auguste Périnon. Néanmoins, l'ensemble des établissements scolaires du premier degré et du second degré se sont mobilisés aujourd'hui et durant tout le mois de novembre, donc jusqu'au 21 novembre
délai ministériel. Néanmoins, tout au mois de novembre, la journée nationale de lutte contre le harcèlement est ce point culminant des temps forts de notre programme phare. Néanmoins, je tiens à souligner qu'il ne s'agit nullement d'une seule action, que l'on travaille dans la continuité, dans la durée, puisque d'autres temps forts sont prévus et rythment chaque année scolaire les équipes, le travail des équipes et l'engagement des élèves. Alors, lorsque l'on parle de harcèlement, très concrètement, on parle de quoi? Comment se traduit-il? Alors, quand on parle de harcèlement, le ministère a retenu 3 critères, donc des actes négatifs, agressifs, donc de la violence verbale, de la violence physique, de la violence morale et ou psychologique, une répétition des faits et bien sûr un rapport déséquilibré entre l'auteur de ces faits et la victime. Donc voilà comment nous, au niveau de l'institution scolaire, du ministère de l'Éducation nationale, nous qualifions ce qu'est le harcèlement en milieu scolaire. Attention, je tiens quand même à rassurer les élèves qui pourraient nous écouter, les parents. Lorsqu'un enfant est victime de violence, nous prenons également en compte. C'est un traitement différent, puni de sanctions également. Néanmoins, nous faisons la distinction entre les faits de violence et le harcèlement, qui est du coup une traduction de violence de manière répétée qui s'étale dans le temps. Alors, il y a quelques années encore, on avait peut-être coutume de dire « Oh, les enfants, ils peuvent être méchants entre eux, mais c'est pas bien grave. » Aujourd'hui, les mentalités ont changé, on prend beaucoup plus au sérieux ce type de comportement. Bien sûr, comme je l'ai dit au début de mes propos, dès septembre 2023, il y a eu le déploiement national. Néanmoins, dès 2011, avec les assises de l'éducation nationale, il y a eu ce sujet dont nous nous sommes emparés au niveau de l'éducation nationale, parce qu'il est important que chaque enfant puisse venir au sein de son école, de son collège ou de son lycée dans des conditions favorables à sa réussite. Donc non, on ne peut pas minimiser la parole des enfants. Et grâce à tout ce qui est mis en place au fur et à mesure, nous apprenons à détecter de manière précoce, donc avant même que cela se traduise par des situations de harcèlement, ce qu'on peut appeler des situations d'intimidation. Nous apprenons à nos collègues, enseignants, personnel de direction, CPE, personnel de vie scolaire, à détecter de manière précoce ce qu'est une situation de harcèlement, mais cela ne leur incombe pas seulement. Il y a également les élèves et les élèves ambassadeurs ainsi que les parents. Et on l'a bien vu dans ce sujet. Justement, dans ce sujet, on a entendu un chiffre, 150 cas remontés à l'académie l'année dernière. Observe-t-on une augmentation du nombre de cas dans le milieu scolaire et pourquoi ? Alors, nous avons effectivement une augmentation sensible. Néanmoins, nous nous inscrivons dans une tendance. Il n'y a pas d'explosion de cas de situations de harcèlement en Martinique. Ce que nous saluons, c'est que les enfants, plus nous les sensibilisons, plus ils sont en capacité d'identifier des situations d'intimidation, des situations qui sont en train de se métamorphoser, de se transformer en harcèlement. Et donc, oui, on a beaucoup plus de situations qui nous sont remontées. Et donc, nous prenons en charge les situations de harcèlement. Nous voulons impérativement qu'une réponse soit apportée, une réponse adaptée à chaque situation. Et pour ce faire, eh bien, dès lors que nous, au niveau académique, nous recevons les alertes, que ce soit des familles, via l'adresse nah@ac-martinique.fr, via le 3018, qui est également le numéro national, nous rentrons en contact avec les établissements scolaires et tout de suite se déploie ce que nous appelons le protocole national phare afin de prendre en charge les situations de harcèlement. Nous rencontrons l'ensemble des protagonistes et vraiment nous sommes dans cette sensibilisation et puis cette responsabilisation, puisque notre objectif en tant qu'éducation nationale, c'est surtout de pouvoir construire des adultes capables de vivre ensemble et surtout empathiques. Merci beaucoup Stéphanie Dragas, Gros Desormeaux. Restez avec nous quelques instants, je suis sûr que l'élément suivant va vous plaire puisque
On parle de harcèlement et justement, notre ambassadrice Axelle René est actuellement en Côte d'Ivoire pour y présenter le film Les Fractures Invisibles qui évoque notamment ce sujet sensible. L'actrice en herbe a d'ailleurs créé l'association Limiel Limain afin de venir en aide aux victimes de harcèlement. Regardez. J'ai accepté d'interpréter le rôle de Léa dans le film Les Fractures Invisibles parce que c'est un rôle qui me ressemble, c'est un rôle miroir. C'est le rôle d'une jeune fille qui se fait harceler et tout simplement je l'ai vécu quand j'étais jeune et pour moi c'était une façon de sensibiliser le maximum de personnes à ce fléau. Le harcèlement c'est quelque chose qui me parle. Dans mon parcours de Miss, je l'ai dédié à lutter contre le harcèlement. J'ai créé mon association Limiel Limain qui a pour objectif de faire passer ce message qui est que si on se fait harceler, de ne jamais laisser aucune personne éteindre notre lumière. Et ça, c'est mon objectif. Et avec ce film, je donne encore des arguments pour pouvoir atteindre cet objectif. Restons dans le milieu scolaire, mais cette fois avec le forum des associations organisé au lycée Victor Schellcher. À l'initiative d'étudiants en BTS, les lycéens ont pu rencontrer de nombreux organismes en quête de nouveaux adhérents. Parmi eux, l'UFM ou encore Madine Jeune Ambition. Les précisions recueillies par Sandrine Claude. Ce forum a été organisé afin que les jeunes s'investissent un peu plus dans la vie, que ce soit de la Martinique ou... Vous savez, des fois, on aurait bien aimé faire quelque chose de nos journées, mais on ne sait pas quoi. Par exemple, ça peut remplir notre journée, nous donner un loisir à faire. Ça nous aide aussi, ça nous donne du savoir-être, du savoir-faire, des compétences. Ça nous donne également des points pour Parcoursup, ce qui est très bien, car on sait des fois que ça se joue vraiment à quelques compétences pour être accepté dans un établissement. Nous avons différentes catégories, telles que l'environnement, l'alimentaire. Y a-t-il des corps de métier? Il y a de tout. Secrétaire, directrice. Franchement, c'est selon l'environnement que tu le sens, la catégorie. Alors, on a deux choses qui ont très bien fonctionné. On a un questionnaire sur les relations amoureuses, donc qui permet de savoir si leur relation est saine. Du coup, ça a plutôt bien marché. On les a vus partir avec, faire le questionnaire, en parler entre eux. Il y en a même qui sont revenus après nous demander des conseils. Ça, c'est plutôt intéressant, c'est un outil de prévention. Et puis, on a eu aussi effectivement quelques retours sur des adhésions, de l'engagement. Et on leur a soumis un petit questionnaire pour savoir justement comment ils ont envie de s'engager, recueillir leurs besoins et leurs attentes. Par rapport à ça, ces jeunes se rendent bien compte des réalités au quotidien, de ce qu'ils vivent dans leur environnement familial, mais aussi dans leurs relations amicales et puis dans leur scolarité. Donc, quelque part, oui, ça les concerne et je pense que leur engagement est authentique. Après, forcément, d'une génération à l'autre, ça va être différent. Je pense que c'est important aussi qu'on accepte que leur engagement ne sera pas forcément à l'image d'une autre, mais toutes les bonnes volontés sont à prendre. Son dernier titre, Manla, rencontre un franc succès. Elle sera en concert au Grand Carbet le 5 décembre prochain. Et ce soir, elle est notre invitée. Nous recevons tout de suite la très talentueuse Kélia Paulin. Bonsoir Kélia Paulin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, un titre Manla qui rencontre un franc succès, plus de 100 000 vues sur YouTube. Également énormément de vues sur les différentes plateformes et un morceau surtout qui semble toucher les Martiniquais. Parlez-nous de ce morceau, comment a-t-il été créé? Alors ce morceau, c'est vraiment un titre qui, on va dire, traite d'un sujet plutôt délicat. Même si le titre c'est Manla qui signifie « je suis là » en français, je pense qu'il traite de l'absence ou plutôt d'une présence différente. Les paroles de cette chanson pourraient être prononcées par un être cher qui a disparu voilà. Et puis je pense aussi que j'ai voulu le confectionner comme un doudou où on peut poser sur sa joue pour se rassurer. En tout cas, l'idée c'est vraiment d'encourager à avancer malgré l'absence d'un être cher. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai voulu faire passer musicalement. J'ai noté le commentaire d'une internaute qui a écrit donc, sous votre clip disponible sur YouTube. Oui. Elle dit « L'éternité est dans le cœur de ceux qui nous aiment quand il est temps de quitter cette terre ». Finalement, c'est un très beau résumé de votre titre aussi. C'est exactement ça, très bien dit, oui. Alors, avec Manla, vous poursuivez votre ascension. Hein. On vous a découvert à peu près au moment du confinement, hein, si je ne dis pas de bêtises. Depuis, vous n'avez de cesse de sortir des morceaux qui rencontrent également de beaux succès.
très souvent en créole. Vous en avez fait également un cheval de bataille, tout simplement. Pourquoi ? C'est vrai que le créole, c'est le fil conducteur de mon projet musical que j'ai appelé d'ailleurs Créole Cover. L'idée, c'est de vraiment valoriser la langue, valoriser la culture antillaise et je dirais aussi tisser un peu des ponts entre les cultures, donc à travers le créole, mais voilà, des ponts entre les cultures, entre les générations et je dirais aussi même entre les époques. Tout a commencé effectivement à partir du confinement, où j'ai vraiment ressenti cette envie de renouer avec la musique. Et même s'il n'y avait pas forcément de projet au départ, j'ai senti qu'il y avait un engouement, même si c'était sur les réseaux. Et puis j'ai pris cette décision de me lancer musicalement parlant. Et ça m'a paru naturel que le créole soit vraiment le fil conducteur. Certains, ces dernières années, ont pu considérer que le créole était un frein à leur exposition nationale, mondiale. Vous ne le voyez pas du tout comme ça ? Ah non, pas du tout. Alors après, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et d'ailleurs, au moment du confinement, le projet était plus ou moins virtuel puisqu'il était exclusivement sur les réseaux. Et j'ai cherché finalement à aller à la rencontre d'un public. Comme je n'étais pas forcément structurée à l'époque, ça m'a paru naturel de passer des auditions pour rejoindre en fait le label des musiciens du métro. Et en faisant ça, j'avais envie de répondre à cette question, est-ce que finalement la musique, qu'elle soit en créole, est-ce qu'elle peut toucher des personnes qui ne comprennent absolument pas la langue? Alors je sais que Kassav a très bien répondu à la question depuis des années, mais je pense que j'avais besoin d'avoir cette réponse de façon plus empirique et personnelle. Et c'était vraiment très touchant de voir des personnes s'arrêter, me dire, alors je ne comprends absolument rien de ce que tu viens de raconter, mais je suis touchée et du coup je me suis arrêtée. C'est vrai que ce sont des encouragements précieux qui m'aident à poursuivre dans cette voie avec le créole toujours en ligne de mire. Et le chemin se poursuit donc avec ce concert live le 5 décembre prochain au Grand Carbet. À quoi faut-il s'attendre? Alors il faut s'attendre à vraiment un moment hyper convivial. J'invite d'ailleurs le public non seulement à venir nombreux, bien évidemment, mais aussi à venir en famille. Je sais qu'il y a certaines de mes compositions qui ont été étudiées dans les écoles et du coup, j'ai à cœur aussi que mon public soit intergénérationnel, qu'il y ait vraiment des ponts entre les époques, comme je disais tout à l'heure. Et donc en fait, le 7, on sera 5 sur scène. Il y aura Élisée Domergue au piano et ce sera le directeur musical. Ali Klovanski à la contrebasse, Daniel Dantin aux percussions et puis Thomas Razzo au violon. Donc c'est vraiment un set 100% acoustique, 100% créole. Et on a hâte d'entendre tout ça. Rendez-vous donc le mois prochain au Grand Carbet. N'hésitez pas à aller acheter vos places si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup Kélia Paulin d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Ouvrons notre page des sports par la Transat Café L'Or. Dans la catégorie ultime, cette 17e édition revient à Tom Laperche et Franck Camas sur SVR Lazartigue. Ils ont franchi la ligne d'arrivée à Fort-de-France hier soir après 10 jours, 13 heures, 3 minutes et 58 secondes de navigation. Karel Chassol. Pour le passage de SVR Lazartigue ultime, Transat Café L'Or, top! Il est 22h13 et 58 secondes lorsque le duo Tom Laperche-Franck Camas franchit la ligne d'arrivée de la 17e édition de la Transat Café L'Or dans la baie de Fort-de-France. Au terme de 10 jours de course, SVR Lazartigue remporte la Transat dans la catégorie ultime, une victoire qui permet à Franck Camas de devenir le premier marin à remporter cette Transat à 5 reprises. Quand on est devant, en fait, on a vraiment envie que ça se finisse très tôt. Quand on est derrière, on n'a pas envie que ça se finisse parce qu'on a toujours une possibilité de doubler le premier. Donc oui, c'est vrai que c'est un stress en fait de se retrouver pendant 10 jours devant parce qu'on a plus de chances de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Mais en même temps c'est ce qu'on recherche et je trouve qu'on a bien navigué. Donc ça, c'est bien, on a fait des belles trajectoires. On n'a pas gagné par la vitesse, on a gagné par la façon de naviguer et ça c'est encore mieux. C'est toujours un énorme soulagement parce que c'est un sport mécanique et on sait qu'on a beau avoir quelques heures d'avance. Tant que la ligne n'est pas franchie, la course elle n'est pas finie et la première chose c'est de réussir à la terminer. Et donc on attend dans un coin de la tête depuis le départ, c'est que d'abord il faut arriver au bout et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et malgré... Il peut toujours arriver des petits problèmes et on a encore vu cet après-midi où on a abîmé... le grand génaqueur qui s'est décroché à l'étrave du bateau à la Barbade, donc voilà, on sait que tant que la ligne n'est pas franchie, donc ça fait franchement à un moment donné, donc la soupape est lâche et on décompresse complètement quand
quand la ligne est franchie et quand il y a du monde avec nous pour s'occuper du bateau. Un temps leader au Cap du Finistère, Sodebo, barré par le tandem composé de l'expérimenté Thomas Covey, avec plusieurs transatlantiques au compteur, et le novice mais talentueux Benjamin Schwartz se place deuxième. Il parcourt les 6591 miles en 10 jours, 17 heures, 34 minutes et 9 secondes. Heureux, fatigué c'est sûr, mais la joie du résultat fait qu'on oublie tout et c'est vraiment cette satisfaction qui domine chez moi en tout cas. Moi je vais commencer par remercier d'abord l'organisation parce que je commence toujours par ça. Merci à vous et à tous. Et bravo à Tom et Franck parce que ils ont fait la course parfaite. C'était les meilleurs aujourd'hui et de se bagarrer contre des gens comme ça c'est toujours un privilège. Donc je commence par les remercier et leur dire bravo. Cet après-midi, dans la catégorie Ocean 50, cette 17e édition est revenue à Baptiste Tulin et Thomas Wuxel sur Viabilis. Concernant les IMOCA et la classe 40, les premiers devraient franchir la ligne entre ce soir et demain. Lui s'exprime sur 2 roues. Le Martiniquais Emmanuel Oukou intégrera l'équipe professionnelle Q36.5 Pro Cycling Team pour la saison 2026. Ce pur produit de la formation locale et plus singulièrement du Madinina Bikers a présenté sa nouvelle équipe hier soir à la mairie du Lamentin. Le jeune coureur fait déjà la fierté de son club formateur et de sa famille. Mais pour lui, ce n'est que le début. Emmanuel Oukou est face à la caméra de Marc Michel. C'est tout d'abord une grande fierté pour moi de pouvoir représenter le cyclisme martiniquais, le cycliste antillais aussi également. Donc ouais, c'est une grande fierté, c'est une grande satisfaction aussi, c'est beaucoup de travail, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail. Donc voilà, je suis très content d'avoir atteint cet objectif-là. C'est le premier d'une longue série, on va dire. Le chemin est encore long, mais voilà, j'essaye d'y aller étape par étape et de continuer mon petit bout de chemin. Moi, j'ai toujours été licencié au Madinina Bikers, donc je ne peux que dire que la formation est bonne ici. C'est sans aucun doute l'un des tout meilleurs clubs de Martinique et des Antilles. Donc oui, la formation est bonne. Il y a beaucoup de potentiel en Martinique, mais voilà, je pense qu'il manque quand même encore un petit quelque chose pour permettre aux jeunes de faire le tremplin jusqu'en métropole et de pouvoir avoir un parcours comme le mien. Je suis extrêmement fière, ça me remplit de joie et vraiment je suis heureuse pour lui qui réalise ses rêves. Il a fait beaucoup de sacrifices, toute la famille autour de lui également et il a été extrêmement persévérant. Alors on n'est qu'au début de ce qu'il a prévu de réaliser, on lui souhaite que le meilleur, on sera toujours là pour l'accompagner, mais vraiment ça fait énormément chaud au cœur, ça fait plaisir. Voilà pour notre tour d'horizon de l'actualité locale dans l'Hexagone. Maintenant, des gendarmes sont accusés de violence à Sainte-Soline, une localité marquée par des manifestations contre les méga-bassines. Eh bien, des images inédites de l'intervention des forces de l'ordre en mars 2023 ont été révélées par Mediapart et Libération. On y observe des pratiques dangereuses et un vocabulaire guerrier. Revenons à présent sur le drame qui a secoué l'île d'Oléron hier. 5 personnes ont été fauchées volontairement par un automobiliste. L'homme, interpellé dans la foulée, déclare avoir suivi les ordres d'Allah. Pourtant, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. Pourquoi? Élément de réponse. Et dans l'actualité internationale, des journalistes de TF1 ont pu se rendre à Gaza sous l'étroite surveillance de Tsahal, suffisant tout de même pour mesurer l'ampleur des dégâts 2 ans après le début de l'offensive israélienne. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au centre commercial Cluny à Schellcher de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce jeudi 6 novembre. Le procès des 11 militants accusés d'avoir déboulonné des statues en 2020 s'est poursuivi au tribunal correctionnel. Après des débats tendus hier, l'heure était au témoignage. Aujourd'hui, témoins et prévenus étaient sur la même longueur d'onde. Suite de l'affaire demain. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.